Nous sommes le mercredi 10 janvier 2018 et bienvenue à Las Vegas pour cet épisode numéro 2 de ce 01 Live sur 01 Net TV. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Salut à tous, bienvenue à Las Vegas. Aujourd'hui, vous allez découvrir le nouveau robot chien de Sony. C'est l'un des titres de notre JT du CES. Vous découvrirez également un système révolutionnaire pour recharger votre smartphone. David Noguera de 01net.com sera là. Il a dégoté pour nous, Jérôme, le nouveau Samsung Galaxy A8. C'est une quasi-exclusivité. Vous saurez tout, vous verrez ce téléphone sur notre plateau dans quelques minutes. Et puis, nous sommes sur le stand de la Poste. Vous le savez, la Poste qui est en pleine transformation numérique et qui va lancer un carnet de santé numérique. Ça va peut-être changer, bouleverser notre quotidien. On en parle dans un instant. Enfin, on terminera avec du lourd, les innovations en matière de télé, avec nos deux invités, le représentant de LG et le représentant de Panasonic. C'est parti pour ce numéro 2 de 01 Live depuis le CES de Las Vegas. Bienvenue. Et bien voilà, ça y est, c'est parti. 1 heure de live sur 01 Net TV. Comme chaque jour, pendant ce CES de Las Vegas, on sera encore présent demain et vendredi. Notez l'horaire, 20h, 21h pour vous, heure française. Et ici, à Las Vegas, bon voilà, c'est la fin de la matinée, il est 11h. Et on est ravis d'être là avec vous en tout cas. Et comme nous sommes en direct aujourd'hui encore, eh bien vous le savez, vous pouvez interagir, posez-nous vos questions, faites-nous vos petits commentaires en direct sur Twitter, hashtag 01live, hashtag 01live. On est très heureux d'avoir vos réactions en direct. Allez, on commence, vous l'avez compris, comme à chaque fois, par le petit JT de ce CES 2018, les petits trucs sympathiques, alors ou des révolutions, ou des choses anecdotiques, mais qui nous ont marqués et qu'on a vu ici au CES. Jérôme, on va commencer par un truc. Alors moi, perso, je trouve que c'est quelque chose qui va peut-être révolutionner votre quotidien. Aujourd'hui, pour recharger votre smartphone, qu'est-ce que vous faites? Vous le branchez sur un fil, ou alors vous le posez, dans le meilleur des cas, sur un système à induction. Eh bien, peut-être que demain, grâce à ça, eh bien, vous rechargerez votre téléphone vraiment sans fil, Jérôme. Tu vois c'est assez extraordinaire. Regarde les petits trains électriques. Eh bien, ils sont alimentés non pas par une prise de courant qui est en bas, mais par l'espèce de petite lampe qu'il y a sur le plafond. En fait, le plafond, grâce à une technologie infrarouge qui visiblement ne pose pas de problème pour la santé, parce que c'est vrai qu'on se dit tiens, il y a l'électricité qui passe dans l'air, est-ce que ça ne va pas griller nos neurones? Visiblement non, tout ça a été validé, voilà, ce n'est pas nocif et donc vous pouvez envoyer de l'électricité. Là on voit l'exemple avec le train électrique, mais bien sûr nous ce qui nous intéresse c'est les smartphones, nos appareils mobiles. On s'en sert plus que des trains électriques. Alors tu as vu là, le monsieur a posé la main sur le capteur, ça arrête le train électrique, là il enlève, hop, voilà, ça repart. En fait c'est dingue. Cette démo c'est pour montrer vraiment que l'électricité est là, mais il est possible de recharger des batteries, tu l'as dit, et donc on peut recharger les smartphones. On ne sait pas encore si l'efficacité sera aussi élevée qu'avec un chargeur classique, mais c'est vraiment probablement vraiment une avancée, notamment pour les lieux publics. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, dans un café ou ailleurs. Et tu vois là, donc on a posé un smartphone sous cette lumière. Alors c'est un rayon quand même de 5 mètres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vraiment sous la lumière. C'est pas comme le Li-Fi, qui est une technologie qui permet de transmettre de l'internet très haut débit, mais vraiment il faut être sous la lumière. Là, malgré tout, ça marche, ça rayonne en fait dans la pièce. Peut-être que dans quelques années, on aura ça à la maison et on ne se posera plus la question pour recharger les téléphones, les tablettes. Alors ça ne marche pas pour les gros appareils, on ne pourra pas brancher un réfrigérateur. Sinon, on aurait le problème que tu décrivais tout à l'heure. Si on fait passer une forte puissance électrique, là forcément, il vaut mieux pas se trouver au milieu du faisceau. Bon, moi en tout cas, voilà, j'aimerais bien que ça arrive très vite ce truc-là. C'est une start-up israélienne qui propose ça. Ça s'appelle WeCharge. Et qui a reçu un Innovation Award. On devrait trouver ça parce que ça va être commercialisé par des distributeurs sous d'autres marques probablement. Voilà. Autre innovation, je te propose de parler un peu de robots. Oui, si tu veux. Ouais. On est au CES de Las Vegas, il y a des robots. Et il y en a un que on va redécouvrir d'une certaine manière parce que c'est le robot Aibo de Sony. Rappelez-vous, au début des années 2000, Sony avait lancé ce petit chien qui était assez révolutionnaire, mais c'était peut-être un peu tôt.
Et en 2006, eh bien, parce que ça n'avait pas vraiment marché, ça coûtait très cher, etc. Enfin, ça marchait bien au Japon, mais pas tellement au-delà. Ils ont arrêté le projet. Au grand dam d'ailleurs des fans de ce robot qui avaient tout fait pour le relancer, mais Sony avait décidé d'arrêter. Et puis ça a mis d'ailleurs, il y avait beaucoup d'ingénieurs, tous les ingénieurs qui travaillaient là-dessus se sont retrouvés un peu désemparés. Bien sûr. Et donc là, il revient. Il revient avec Aibo 2, vous le voyez. Alors Aibo 2, il a des formes un petit peu plus rondes. Il fait environ 2 kg. Évidemment, il est bourré de technologie, bourré de capteurs, de gyroscopes, d'accéléromètres, de capteurs tactiles et de lumière. Et il a une connexion Internet. Il a également ce qu'il n'avait pas dans la première version, parce que maintenant les choses ont évolué. Il y a une connexion directe avec Internet et une liaison avec un cloud spécifique pour les chiens Aibo, qui va permettre, par exemple, à plusieurs chiens d'échanger des données et ainsi de devenir de plus en plus intelligents grâce à de l'intelligence partagée. Partage de données. Un cloud pour les chiens, ça fait rêver. Un cloud pour les chiens, c'est pas génial? C'est super. Voilà. Ça, Aibo, on a le prix ou pas? Ouais, 1500 €. Ah bah oui. Aibo a toujours été cher. Aibo a toujours été cher. Enfin, cela dit, un chien de race, c'est 1500 € aussi. Exactement. Un vrai chien. Le problème, c'est que ça devrait sortir au Japon ce mois-ci, mais pas en France, pas en Europe. Autre petite innovation qu'on a, enfin petite, quand je dis petite, c'est pas petit, parce que ça va dans le salon et ça prend de la place. C'est un canapé. Et oui, au CES, on trouve de tout. On trouve même des canapés et un canapé connecté. Alors franchement, avec Jérôme, notre sang n'a fait qu'un tour quand on a vu ça. Regardez, canapé cuir, plutôt joli. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur le côté. Il y a une couture qu'on va voir, je ne sais pas si oui, Pierre va nous la montrer. Il y a une petite couture sur laquelle on va pouvoir poser le smartphone pour la recharge à induction. Voilà, parce qu'il y a une recharge à induction intégrée en fait sur le rebord du canapé. C'est dingue. Et puis de l'autre côté, vous avez... alors la tablette qui sert à quoi? Eh bien, c'est une télécommande pour pouvoir piloter ta télévision sur ta télé. Alors voilà, là on voit donc l'induction. Il suffit de poser le téléphone, paf, il se recharge. Ça, c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, donc, une petite interface, une petite tablette qui va vous permettre de piloter votre télé. Alors, vous pourrez lancer Netflix, vous pourrez lancer YouTube, etc., piloter votre télé. Et alors, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'il y a plein de techno aussi dans le canapé, sous le canapé. Alors, il y a des petites LED si tu veux avoir une ambiance Saturday Night Fever. Mais il a tout un système de vibration pour vivre, si tu veux, toutes les sensations d'un film d'action. Ouais, c'est un système surround, mais intégré au canapé. Voilà, il y a une espèce de gros vibreur. Donc, je ne sais pas si les voisins vont être contents, parce qu'à mon avis, la vibration va se répercuter sur les appartements qui sont en dessous. Mais c'est sympa, et je trouve que c'est plutôt malin d'intégrer de la techno sur un lieu, enfin dans un meuble où on passe beaucoup de temps. Où on passe beaucoup de temps, voilà. Et voilà. Alors, le canapé, en plus, c'est la première chose que les Français achètent quand ils se mettent en couple. C'est l'achat numéro 1, donc tout le monde en a des canapés. Et c'est Milibou qui fait ça. Alors ça existe évidemment en plusieurs tailles, parce qu'un canapé, ça se personnalise. Là, c'était le petit modèle qu'on a testé, mais vous allez pouvoir en acheter des plus grands, etc. C'est pas donné. Le petit là qu'on a vu était à 2500 €. Alors si vous le prenez plus grand, c'est 4-5 000 €. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas le personnaliser véritablement. Dire moi je veux 2 tablettes ou pas de chargeur, etc. Ça viendra peut-être plus tard. Bon. Mais c'est plutôt malin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De quoi on parle dans ce... Eh bien, un casque baladeur. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça, François? Alors Jérôme, là encore, avec Pierre, on s'est baladé dans l'Eureka Park, qui est vraiment le rendez-vous des startups, et on est tombé sur ça. Jérôme, j'ai failli te l'offrir, mais après je me suis dit que peut-être c'était un peu too much. C'est un peu notre innovation what the fuck. Ouais, un peu, c'est un casque audio avec un écran intégré. Mais ce n'est pas qu'un écran, c'est-à-dire qu'il est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin de le connecter à votre smartphone. C'est un casque sous Android. Alors ça, c'est super pratique de piloter un casque avec un écran que tu as sur les oreilles. Tu vois rien. Oui, mais là, enfin, par exemple, tu peux paramétrer Spotify, etc. Et après, tu te le mets sur le... Oui. Donc j'ai posé la question à la demoiselle qui faisait la démonstration. J'ai dit la 3G sur les oreilles, ça va, c'est pas trop géant, vous n'avez pas trop mal à la tête de temps en temps. Elle me dit que là encore ça a été vérifié par les organismes, visiblement ça poserait pas de problème. Et donc en fait l'intérêt c'est que tu n'as plus besoin de téléphone. Ce casque est totalement autonome en fait. Tu peux écouter ta musique, télécharger tes playlists Spotify, etc. Il existe 2 modèles. Ça coûte dans les 250 $ et le modèle le plus haut de gamme a un meilleur son. Et il a un système de station par induction. Donc tu le poses et il se recharge. Recharge sans fil. Voilà, c'est le petit truc un peu what the fuck pas révolutionnaire, mais bon, de ce JT CES. C'est bien.
Tu parlais de l'Eureka Park à l'instant, qui Oui. est donc cette partie Oui. du CES où on trouve toutes les startups. Alors il y a à boire et à manger, hein. Il y a vraiment des choses très intéressantes, d'autres trucs. On tombe quand même pas mal dans le gadget un peu what the fuck, comme tu dis. C'est vrai. Et en tout cas, c'est là qu'on trouve tous les petits Français. On l'a déjà dit hier, c'est impressionnant cette présence française. Près de 300 startups. Les Français squattent tout l'espace. On parle français partout au CES. Je me demande si on va pas se faire des ennemis, parce que franchement, les autres délégations nous regardent un peu, nous trouvent un petit peu bruyantes et un petit peu trop présentes. Mais en tout cas, il y en avait un qui était heureux hier. C'était le ministre du numérique, hein, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui est venu à la rencontre de ces Français, de ces start-upers de français. ces startups françaises. Mounir Majoubi qui nous a accordé un entretien exceptionnel et on lui a posé cette question, pourquoi est-il ici au CES de Las Vegas? Cette année au CES, il n'y a jamais eu autant de startups françaises présentes. Il n'y a jamais eu autant de produits matures montrés au monde. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises elles viennent ici? Pourquoi je viens? Pour les accompagner, pour les soutenir et pour leur donner de l'écho. Elles viennent ici parce qu'elles ont des produits à vendre au monde. Au CES, on y vient parce qu'on a un produit ou un service qui est mature, qui est capable d'être vendu à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et on vient au CES parce qu'il y a de nombreux acheteurs. Et aujourd'hui, un des enjeux pour la France, c'est que les startups participent à rendre encore plus positive notre balance extérieure qui, comme vous le savez aujourd'hui, est en déficit. Et donc, on a un potentiel d'export sur nos innovations qui est très important. On a quelques secteurs qui marchent bien, qui sont prioritaires et qui sont attendus par le monde. La santé connectée. Il y a de très nombreuses startups présentes aujourd'hui qui proposent des innovations qu'on n'avait jamais vues avant et qui sont attendues. Et c'est pas étonnant, ce sont celles qui ont eu le plus de propositions de distributeurs américains qui voulaient en savoir plus et qui voulaient faire des vrais rendez-vous d'affaires avec elles. Il y a le secteur de l'énergie, de la maison connectée, du transport. Sur ces sujets-là aussi, on est très attendus et on a des très belles startups qui travaillent sur ces sujets. Et il y a le sujet de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle sur lesquels, là aussi, on a des très beaux projets qui sont présentés. Donc toutes ces entreprises, elles sont là sous un seul label, la French Tech. La French Tech, c'est à la fois le sens de l'innovation, le mouvement d'innovation, une ambition de la France pour l'innovation. Et aujourd'hui, ils se représentent par une ambition économique et avec l'espoir, et c'est pour ça que je viens les soutenir, que cette ambition, cette volonté, elle va se transformer en emploi, elle va se transformer en marge économique pour la France. Faire de l'affichage au CES, c'est de l'argent gâché, du temps gâché. Parce qu'au CES, vous n'allez pas avoir d'autres Français, vous n'allez pas avoir vos clients locaux. Si vous venez au CES, c'est pour aller voir des clients nouveaux et pour partir à l'international. Les régions qui ont choisi de venir avec des délégations certaines importantes, eh ben, elles sont importantes parce qu'il y a beaucoup de startups dans leur région et qu'elles avaient envie de proposer à ces startups-là, eh ben, très tôt dans leur parcours, de s'ouvrir au monde. Il y a une startup qui me racontait ce matin, écoutez, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble un acheteur médical américain parce qu'il ne vous parle pas de la même manière qu'en France et il n'attend pas les mêmes choses. Et ils disent, c'est plutôt intéressant parce que quand on va rentrer en France, on sait qu'on va travailler et transformer la façon qu'on a de vendre et de pitcher notre produit. Voilà, Mounir Majoubi qui répondait aux questions donc de 01net TV et de France Info parce que oui, bien Jérôme, sûr. on te retrouve tous les jours sur France Info pour couvrir ce CES. Exactement. Ton micro était moins beau que celui de 01net TV d'ailleurs. Ouais, mais si tu veux, il a vu du pays. Il a vu du hein, Ah bah oui, attends, il a vu toutes les grandes révolutions Exactement. high-tech. Et t'as vu, t'as pas le mug hein, quand même, hein, 01net Non TV. plus, non plus. Eh ouais, Mais- on a la classe ou on l'a pas. Mais en tout cas, on a plein de reportages et plein d'interventions Mais bien effectivement sûr. tous les jours. Et moi, demain, je serai en direct une bonne partie de la nuit C'est pas vrai. sur France Info, à partir de minuit, depuis De le minuit à CES. 5h. Voilà. Bah voilà, si vous voulez suivre tout ça, c'est sur France Info. Alors, Alors, bon, de quoi on parle maintenant? eh ben on va parler de quoi, de qui, de coup. Il est là, regardez, c'est David Noguera de la Bonjour. rédaction de 01net.com. Salut David. Salut, bonjour à vous, bonjour à tous. David, deuxième jour ici, Ouais. et tu n'es pas venu les mains vides, tu es Non. venu avec une petite exclusivité, rien Exactement. que ça. Tout à fait. Quelques regrets parce qu'hier on avait prévu plein de tournages avec JD et puis alors la météo nous a pas aidé parce que moi c'est la voiture et il faisait accessoirement un temps exécrable hier donc toutes nos démos ont été Ah, annulées c'était le dehors. déluge. Un- Et un- moi, mais je veux Le dire, c'est déluge dans le désert. c'est hier. rarissime, on n'a vraiment pas de chance. Ouais. Enfin, il y a eu Des trompes d'eau. des et averses c'est mais là qu'on voit qu'ils sont incroyables. pas dimensionnés alors du tout qu'on est parce en que plein tout était désert. inondé. Hein. Ouais. Ils Voilà. sont pas habitués à ça. Ça fuyait dans le salon, c'était cool. Mais bon, voilà, ça m'a pas empêché Mais de je crois trouver la quand même qu'il y a des stands qui ont dû fermer parce Eh oui. qu'ils Ouais. étaient. Parce qu'il y avait de l'eau qui produits, coulait. Google a été touché, enfin c'est horrible. N'importe quoi. Non, la vraie info, c'est qu'effectivement, on a sollicité les petits gens de chez Samsung et ils nous ont passé le Galaxy A8. Donc ce peut-être super modèle de smartphone pour 2018. Et c'est vrai que du coup, je l'ai laissé à Adrien et à Thomas qui ont déjà travaillé dessus et qui ont déjà publié une vidéo sur 01net. Mais le vrai
le vrai plus de ce produit, qu'il ne marche pas. il est assis. En fait, je pense que juste l'écran est verrouillé. Voilà. Regardez. Alors, c'est un beau produit, très agréable en main. Alors, ce A8, à la base, c'est vrai que c'est pas une qualité de finition des S, mais quand on l'a en main, il est vraiment flatteur. C'est vraiment un joli produit. Rappelons que la sympa. série des A, c'est du moyen de gamme. C'est du milieu de gamme, tout à fait. Voilà. Là, on va tout de suite aller dans le dur avec le prix. A priori, il serait dispo chez nous aux alentours de mi-janvier, à un tarif qui se situerait aux alentours des 450-500 euros. C'est vrai qu'on espère plutôt que ce sera 450 euros. Mais ce qui est cool, c'est que finalement, eh bien, il a une particularité. Si on arrive à l'avoir, là, si tu remontes un petit peu plus haut, c'est ce double capteur photo, enfin double module photo en façade pour améliorer coup la qualité des selfies. Tout à fait, c'est rare, d'autant qu'ils sont lumineux. C'est des optiques qui ouvrent à f1.7 et donc du coup, on arrive à avoir des selfies qui sont a priori de bonne qualité. Selon Adrien, c'est tout à fait correct, y compris pour les photos au dos. Le souci, c'est que c'est quand même un prototype, donc il va y avoir des améliorations. On sait que les améliorations logicielles permettent d'améliorer aussi la qualité pas mal des photos. Et maintenant, il y a plein d'autres bonnes idées, comme le système de tiroir à double SIM. Je te le laisse. Voilà. Donc à l'arrière, on le voit un petit peu à l'arrière. À l'arrière, effectivement, du coup, on n'a plus on a un seul capteur, le lecteur d'empreinte digitale et le petit flash à côté. À l'arrière, c'est un capteur photo 16 mégapixels, qui lui ouvre cette fois-ci à 1.7. C'est 1.7 à l'arrière, 1.9 à l'avant. Juste ces traces de doigts, c'est pas les miennes. C'est David qui a mangé. C'est joli. Il a mangé du Nutella. Il a mis les mains dans le pot directement. C'est le problème de ces smartphones avec les dos plastiques noirs brillants. C'est n'importe quoi. Bon, l'écran, allez, parce que quand même l'autre force, c'est cet écran 18,5 qui est donc quasi sans bord, un super AMOLED 2220 pixels par 1080, donc une belle définition, processeur 8 cœurs 2,2 GHz, 4 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage, et puis il est IP68, donc étanche, 1,50 m juste pendant 30 minutes. Donc voilà, donc un produit qui est très prometteur, et prometteur aussi parce que du coup, comme il n'est pas trop puissant, batterie 3000 mAh, on devrait avoir des autonomies qui seront correctes, à vérifier au moment des tests. Un produit assez fin qui fait seulement 9 mm d'épaisseur, 172 grammes, donc un truc très sympa, avec une très bonne idée, moi je trouve, c'est qu'il a un emplacement SIM, plus un deuxième emplacement SIM et un emplacement micro SD. Voilà, donc on a vraiment de quoi faire quand on voyage. C'est vraiment plutôt sympa comme produit. Voilà. Tiens, on verra si le Galaxy S9 qui sera sans doute annoncé au MWC aura ce double capteur en façade pour les selfies. Exactement, ça pourrait être on va voir ce que ça donne. Une piste pour le prochain haut de gamme ensuite. Ouais, tout à fait. Voilà, vous êtes les premiers, quasiment les premiers à voir ce téléphone. Exactement. Les amis, il y a une avant-première. Ça, c'est cool. David, autre chose. Chez Nvidia, il ne pleuvait pas, donc c'était plus facile. Alors chez Nvidia, il ne pleuvait pas à l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, cette année, ça c'est fort. Quand il pleut pas à l'intérieur, c'est bien. C'est bon pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que cette année, alors Nvidia, tous les ans, ils nous font des démos de véhicules autonomes, donc sur les espaces extérieurs. Et cette année, on n'avait pas de démo de véhicules autonomes, mais on était à l'intérieur, et donc ils nous parlaient toujours de véhicules autonomes, mais sous un autre aspect, c'est-à-dire que ils ont annoncé Pegasus, on en a parlé à Munich, donc leur plateforme qui permet la conduite autonome de niveau 5. Eux, ils sont prêts, donc maintenant, ils vont laisser les constructeurs voir venir et la législation changer, et ils continuent de bosser sur cette voiture autonome côté intelligence artificielle et logiciel. Là, par exemple, on est à bord d'un simulateur qui permet aux ingénieurs de chez Nvidia. C'est fake, c'est un écran. Ça, c'est complètement fake. En fait, il faut considérer, il y a ce projet Holodeck chez Nvidia qui permet de rentrer dans la réalité virtuelle et de se retrouver dans la peau d'un robot. Et là, en l'occurrence, le robot, il peut complètement monter dans cette voiture virtuelle et apprécier la qualité de l'intégration des différents composants. Ça permet aux équipementiers de ne pas dépenser de sous outre mesure pour installer des systèmes d'affichage tête haute, installer des écrans LCD partout. Ouais. Ils utilisent cette technologie, ils utilisent la puissance des moteurs de rendu Nvidia pour voir ce que ça donne, tout simplement, une fois qu'on a intégré, là ici, un écran complètement numérique. Est-ce que c'est perturbant? Est-ce que c'est de qualité, etc. Et bien évidemment, DrivePX, c'est aussi la possibilité d'apprendre aux véhicules à conduire. Et donc, là, ils ont un autre simulateur où, encore une fois, dans la réalité virtuelle, le conducteur virtuel adopte une conduite un peu dangereuse et voit comment la voiture autonome se comporte. C'est fascinant, la transformation de cette boîte Nvidia. Ouais. Il y a quelques années, ils étaient spécialistes dans les cartes graphiques pour PC gamer. Oui, et maintenant, ils se positionnent vraiment sur de la puissance processeur pour les voitures. Mais c'est pas dingue, vraiment une transformation en fait, François, parce qu'ils travaillent toujours sur les mêmes plus. C'est l'offre et la demande. Les clients ne sont pas les mêmes, c'est tout. Oui, mais le mec qui s'est dit, tiens, comme je fais de la puissance pour le jeu vidéo, je vais maintenant l'intégrer dans la voiture, c'était pas évident au départ. Ils ont été là très très tôt et du coup aujourd'hui ils sont incontournables. Alors évidemment Intel et Qualcomm
regardent ça aussi de très près et sont actifs, mais il y a un Mais vrai est-ce qu'ils signent savoir-faire des chez Nvidia. contrats? Est-ce qu'il y a du business? Ah, bien sûr, Est-ce que, bien sûr. est-ce que Ouais. les constructeurs automobiles Bien sûr. intègrent aujourd'hui du Partenaire Nvidia? depuis très longtemps de Audi, Ouais. de plein de D'accord. marques. Hein. Ouais, Tesla, enfin ils ont une Tesla sur leur stand, ouais, bien sûr. Il y a du Tegra Il y a 4 du depuis Nvidia très dans, longtemps. Ouais. dans les Tesla? Dans les Tesla, tout à fait, pour la partie infotainment. Voilà, et on attend la Model 3 hein, qui devrait arriver si tout va bien dans quelques mois. En tout cas, ça y est, elle est disponible Elle ici commence, aux elle US. est hein. livrée, ouais. Quand Aux je, États-Unis, quand je, mais pas oui, en Europe. Hein. quand je me balade Pas là encore en sur le Europe. stream, j'essaie de voir si j'en vois pas une, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Carjacking. Si jamais vous voyez François Sorel aux infos, c'est qu'il a carjacké un conducteur de Model 3. Merci David Noguera. Merci à vous. On se retrouve demain, David. Tout à fait. Voilà, puis David qui sillonne pour nous les allées de ce CES. Dans un instant, eh bien, c'est Nathalie Collin qui sera avec nous. Vous le savez, on est sur le stand de la Poste et la Poste annonce beaucoup de choses. On va se focaliser sur deux annonces. A tout de suite. Nous sommes donc toujours en direct, c'est 01 Live spécial CES, jour 2. Merci de nous suivre. Et nous accueillons Nathalie Collin qui en fait est notre hôte. C'est vous qui nous accueillez ici sur votre stand. Et avec grand Bonjour. plaisir, comme tous les ans. Merci pour votre Bonjour. hospitalité, Nathalie. On vous l'a montré, hein, même on vous a montré un petit peu le off. On a un super studio ici et c'est grâce à vous, on vous en remercie. Nathalie, pas mal de nouveautés. Ça fait la 4e année Oui, que la Poste est ici. Que de chemin parcouru parce qu'on vous suit depuis le début. Hein, et on Absolument. voit petit à petit une espèce de maturité de votre présence ici. Hein, on est d'accord? on est un petit peu dans l'année du passage à l'échelle en vérité. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait présenté, amené, maintenant est complètement industrialisé. Tous les services facteurs sont portés par le hub. On a 2 millions de comptes Digipost qui sont ouverts. On a 9 millions de comptes La Poste. Donc on est dans l'année, oui, de la maturité et du passage à l'échelle. Donc pour nous, c'était important et donc ça nous permet de poser de nouvelles offres dont j'imagine qu'on va parler après. Et combien de startups et d'innovations présentes cette année? Alors on a 15 startups avec nous toujours à Eureka Park, hein, puisqu'on est sur les 2 étages du salon. Ouais, vous êtes sur 2 lieux ici. On est sur 2 lieux, on a un lieu spécifique pour les startups et on a le stand général du groupe La Poste que vous voyez là à l'écran. Et on a, il faudrait aller sur le mur des innovations, mais peut-être une vingtaine de produits. Nathalie, on a beaucoup de questions d'auditeurs qui disent mais pourquoi la Poste est au CES? Je vous pose la question chaque année, mais il faut le répéter parce que c'est vrai que c'est pas... On a l'habitude de voir ici des entreprises de technologie, mais aujourd'hui la Poste est une entreprise techno. Alors La Poste est une entreprise techno, nativement quelque part, puisque quand on transporte des dizaines de milliards d'objets, comme c'est le cas de La Poste, évidemment on est nativement dans le big data et dans la techno. Mais cela étant dit, on est aussi beaucoup dans la techno digitale et on ne le sait pas suffisamment. Et le rôle très particulier de La Poste, que ce soit dans son rôle d'universalité ou de tiers de confiance sur les données, le met au cœur finalement de beaucoup d'écosystèmes technologiques. Et c'est ça qu'on vient montrer au CES. Et on vient au CES pour avoir un peu un endroit où on peut montrer au même moment toutes nos innovations et qui permet aussi de montrer à quel point La Poste est un groupe innovant d'un point de vue technologique. Innovant Alors- en matière de e-santé. Pardon Jérôme, je t'ai coupé. Non, mais voilà, donc comme chaque année des innovations que vous présentez, à chaque fois il y a du neuf. L'année dernière, je me souviens, on parlait beaucoup de maisons connectées, etc. Et cette année, effectivement, gros plan sur la e-santé, hein, avec Absolument. un nouveau produit qui est vraiment étonnant. Alors on continue à tirer le fil en fait. Hein. C'est vrai que c'est un nouveau produit et en même temps c'est la suite de ce que nous faisons en termes de rôle de tiers de confiance. Quand on est hébergeur par exemple du dossier pharmaceutique pour l'ordre des pharmaciens ou quand et c'est déjà le cas, on met dans Digipost un volet santé, on continue ce rôle-là en allant plus loin avec le carnet de santé. Alors c'est une application. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Un carnet de santé numérique. e-carnet Le carnet de santé. santé numérique, c'est une application qui s'appelle La Poste e-santé, hein, qui est disponible sur les stores. Moi, je l'ai téléchargé, par exemple, évidemment, et qui va vous permettre d'avoir un suivi de santé assez simple, mais qui peut aller jusqu'à des choses très évoluées. Alors, assez simple, on va démarrer, par exemple, évidemment, vous rentrez votre poids, vous rentrez votre taille, mais ça, on le fait déjà, par exemple, sur son smartphone. Tout à fait, parfois. j'allais vous poser la question. Bon. C'est des choses qu'on commence à faire nativement Absolument. sur iPhone Mais ou là, Android. et c'est l'intérêt de la position un peu universelle de La Poste, c'est que à la fois vous pouvez connecter tout ce que vous voulez comme objet connecté, quelles que soient les marques. C'est pas genre vous pouvez pas acheter un Google Home sur Amazon. Là, nous on connecte tout le monde. Il n'y a pas
n'y a pas de filtre. Ce que j'ai essayé en fait pendant mes vacances, je n'ai pas réussi. Il n'y a pas de filtre. Interopérabilité maximum. Interopérabilité totale. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est le rôle de tiers de confiance de la Poste, c'est que vous pouvez aussi décider de partager ces données de santé avec qui vous souhaitez. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être utilisé par le personnel médical. Alors, dans la partie pour soi, il y a le carnet de vaccination, par exemple. Pour rentrer votre dernière vaccination, le carnet va vous rappeler que vous avez une vaccination à faire au bout du délai normal de D'autant qu'on en a de revaccination. plus en plus de vaccins à faire. Alors, avec la recrudescence des vaccins, c'est très C'est vrai. intéressant. Surtout pour les petits-enfants. Surtout pour les Pas petits. tellement Surtout pour, pour les petits, pour les c'est grands vrai. comme toi, C'est vrai. François. Mais donc ça c'est une partie. Mais en même temps, vous allez, et c'est le système des collecteurs par exemple de Digipost, vous allez rentrer les coordonnées de votre laboratoire d'analyse médicale, le carnet de santé va absorber les analyses médicales et vous faire des prescriptions, ou en tout cas vous donner une analyse, une pré-analyse des analyses médicales. Là vous avez peut-être un problème, allez consulter votre médecin, etc. On rentre quand même plus de 2000 règles de santé à l'intérieur du carnet de santé et on en rajoute tout le temps. Mais également, ça va vous permettre de décider de partager ces données de santé. Là, il y a quelque chose de très important dans la conception de la Poste, c'est qu'on n'est pas détenteur des données nous-mêmes. On le fait pour le compte de l'individu. C'est-à-dire que Vous si êtes vous tiers de ouvrez, confiance, comme on on est dit. complètement tiers de confiance, comme on le fait dans le monde physique. Si demain vous ouvrez un carnet de santé à la Poste, les données de santé qui vont être dans ce carnet de santé, elles sont à vous. Mhm. On ne va pas les utiliser, on ne va pas les revendre, on ne va rien en faire, sauf si vous nous demandez évidemment de faire des analyses, etc. Vous pensez que c'est un élément de différenciation important par rapport aux craintes qu'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis de Amazon, Google, etc. Nous, on pense que de donner ce choix-là à l'utilisateur, c'est un choix différenciant. On l'a fait dans finalement l'assistant numérique. Et on voit bien que dans l'assistant, vos données, elles sont à vous. Vous pouvez décider après de les partager, d'en faire ce que vous voulez, mais elles sont à vous. On le fait également dans la santé. Nous, on pense que c'est très différenciant et de plus en plus important. Parce que c'est en train de devenir un point absolument critique pour les gens. Et quand on touche à la santé, Et puis, on est par exemple beaucoup en rapport avec le secteur des mutuelles. Dans les mutuelles, elles n'ont pas le droit d'être détentrices de données de santé. Et puis on change de mutuelle au cours de sa vie, quand on change d'employeur par exemple. Ça va permettre à l'individu de dire « moi ça m'intéresse de bénéficier du coaching santé de ma mutuelle. Donc j'ai envie de partager mes données de D'accord. santé avec elle pour qu'elle me rende ce service. » Mais le jour où je n'ai plus envie, parce que pour une je n'ai raison ou plus pour une autre, envie, ou parce que je change de mutuelle, Ouais. je dis juste à la poste, ou Tac, on paramètre, je coupe. Et ça, nous on trouve que c'est extrêmement important. et puis si on fait le rapport, si on revient sur les GAFA, là, ces données sont stockées en France. Elles sont stockées en France. elles C'est sont des données complètement- sensibles, malgré tout. Oui, et d'ailleurs, nous sommes hébergeurs de données de santé, ce qui n'est pas si simple, hein, c'est vraiment un label. Donc, on a ce label hébergement de données de santé. L'application a été aussi labellisée par les autorités de santé. Et pour vous dire jusqu'où on va, parce que là, je vous ai dit finalement le premier niveau, votre carnet de vaccination, et puis vous allez jusqu'à partager des données de santé avec vos professionnels Y de compris santé. des examens médicaux, Des radios, des examens médicaux, ce que vous, des prescriptions, ce que vous souhaitez. Des des prescriptions. médicaments, On a tout deux ça. médecins sur le salon qui expliquent complètement cela, ce qui va permettre de dédramatiser parfois la relation, c'est-à-dire de toucher du doigt et que le médecin, par une consultation en télémédecine, puisse dire bah, regardez, votre problème il est localisé là, c'est pas la peine d'aller faire la totalité des sites médicaux pour vous imaginer 40 maladies, on peut vous dire ce que vous avez. Mais là où on va encore plus loin, et d'ailleurs, il y a eu, ça tombe bien, un communiqué de la PHP ce matin sur la création de la première plateforme d'évaluation et d'analyse des objets connectés. C'est dans le cadre de la transplantation pulmonaire. Le but, c'est de laisser les gens le plus longtemps possible à leur domicile grâce à des objets connectés. Donc c'est évidemment du test, c'est des transplantations importantes, mais plutôt que de rentrer à l'hôpital 3 à 4 jours et d'avoir des analyses de sang régulières, des analyses de tension, de votre, etc., rythme cardiaque, eh bien, l'hôpital aura accès directement, grâce à votre carnet de santé numérique, aux objets connectés qu'il vous aura éventuellement prêtés. Alors, vous pouvez les acheter. Aujourd'hui, un objet connecté de santé, c'est 30 à 50 €, donc ça s'achète. Et on sera toujours mieux à la maison, Nathalie, que dans une chambre Alors, d'hôpital. Il y a un problème de coût Oui. qui est réel, hein, c'est un objectif de la ministre de la Santé. Il y a un problème de confort, et personnel, de bien sentiment de sécurité, enfin d'entourage qu'on peut avoir au domicile par rapport à l'hôpital. Et puis il y a effectivement la capacité de faire la pré-hospitalisation et la post-hospitalisation dans un contexte où on est mieux qu'à l'hôpital, oui. Très bien, le carnet de santé numérique de la Poste. Oui. On a fait le déjà tour. téléchargé sur Android et sur iOS. Il est hein. sur les deux stores, il s'appelle La Poste e-santé. Gratuit. Gratuit. Ça c'est pareil, je vais en dire un mot. C'est important pour nous parce qu'on a fait pareil pour Digipost. On pense que si on veut développer des usages vis-à-vis des masses, de la multitude, on doit démarrer de façon gratuite et se financer sur le B2B. Démarrer de façon gratuite, c'est-à-dire qu'après ça pourrait devenir payant parce Alors, que qui paye dans l'histoire finalement? C'est le B2B.
Ça va être les professionnels de santé, ça va être les mutuelles, ça va être les hôpitaux pour qui ça correspond à des économies absolument Mais bien sûr, considérables. ouais. Et démarrer gratuit, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour Digipost, donc on a cette expérience-là. Le premier niveau de nos applications est gratuit pour tout le monde et il le restera. Parce on a vocation à faire des applications pour tous les Français. Donc ça, c'est très important, c'est notre ADN et ça restera gratuit. D'accord. Moi, je pense que plus il y aura d'utilisation, et il y aura peut-être des versions freemium dans lesquelles certaines parties d'utilisation seront payantes quand on les ajoutera. Plus de stockage, Par exemple, pour Digipost, c'est plus de stockage. D'accord. Mais aujourd'hui, l'idée d'un produit universel, gratuit pour tous, il est consubstantiel avec ce qu'est la Poste. Est-ce qu'il n'y aura pas, dernière question, demain, à concurrence avec d'autres acteurs qui peuvent avoir la même légitimité que vous, hein, parce que ce sont des acteurs français, de poids, etc. Il va y avoir une concurrence sur le carnet de santé? Alors tout d'abord, nous on appelle de nos voeux la concurrence parce qu'on est maintenant en concurrence sur pratiquement, à part le service universel, tous nos produits. Par ailleurs, d'acteurs complètement neutres, universels et qui apportent la pérennité de la Poste, eh bien j'attends qu'ils se dévoilent. Ah bah écoutez, ouais. Ah, On en a universel, non. Universel, bon, je ne sais pas. Non, Parce mais que ce qui est intéressant, c'est on va voir s'il y a d'autres grands acteurs comme ça qui vont se positionner sur cette solution globale. Là, on sait que les C'est ça qui va être opérateurs intéressant. télécoms français, notamment, revendiquent Ils ont un caractère également. d'universalité ouais. très limité. Certes. Parce que l'intérêt quand même, c'est de pouvoir détenir pendant toute sa vie ces données de santé, de pouvoir en faire tout ce qu'on veut à tout moment. Et de ne pas se retrouver, regardez comme ça a été facile de faire la portabilité des numéros de téléphone. Oui, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Nous, on l'a fait nativement. Alors Nathalie, le carnet de santé à télécharger, à tester, donc si vous voulez sur votre smartphone. Deuxième petite innovation, on peut dire que c'est un peu votre coup de cœur, c'est un moyen de paiement pour les enfants. Oui, alors ça s'appelle Jab. Alors voilà, je vous le prête, parce que ce sont des prototypes pour le moment. Alors, Est-ce voilà. que Jérôme peut dépenser les sous que vous avez mis dessus? Oui, je crois pas Non, qu'il y ait mais moi, beaucoup. Je Enfin, suis cela très dit, à Las économe. Vegas, à mon avis, il va pas aller Il loin. ne hein. va pas aller très loin. Il paraît qu'il y a les machines à sous au centime, donc là Au vous pouvez y centime, aller. oui, Ah là, ouais, là, tu vas pouvoir en jouer au L'intérêt, moment. c'est de pouvoir recharger pour les parents, par exemple, à partir d'une application, ce petit objet qui est un objet de paiement sans contact. Donc on peut payer jusqu'à 30 € par opération. Et avec l'application, on gère l'argent qu'on va déposer sur le compte de l'enfant. On gère l'opposition, par exemple, si l'objet connecté a été perdu. Et puis ça permet, votre gamin vous appelle et il vous dit, voilà, papa, je voudrais aller au cinéma. Je dis papa parce qu'on dit souvent maman. Et comment est-ce que je fais? Le papa peut aller verser 10 € sur son JAB. Il va aller avec son objet connecté et il va payer sa place de cinéma. Et vous allez avoir en retour le montant de la prestation et ce qu'il a acheté. Alors, il faut que les commerces proposent ce type de paiement. Hein, Et tous les gens qui proposent, si tous les terminaux de paiement sans qui contact acceptent le sans contact, acceptent ça. C'est la même chose. Alors, je vous montre Ok. celui-là qui est très joli parce qu'on a des groupes de gamins qui nous ont fait. Alors, c'est un panda, c'est à la mode les pandas en ce moment. Je sais pas Avec si ses on le petites voit oreilles. bien, avec ses petites oreilles. Donc, il y aura plein de housses évidemment plein de housses évidemment. C'est vrai et que c'est mignon. c'est très mignon. Et alors, C'est le si même je perds objet. mon panda, qu'est-ce qui se passe? Je fais opposition à partir de mon application. Et de toutes les façons, dans le pire des cas, il va y avoir 30 € dessus. Voilà. Mais je Donc, fais au pire des opposition cas, je tout de perds suite. 30 €, c'est ça? Ça sort quand? Septembre 2017. Septembre 2017. 18. Ah, je ne suis pas encore passé. Septembre 2018. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, moi, je dis septembre 2017, c'est génial. C'est super. Bienvenue au CES 2016. Et oui, bonne journée. On va vous présenter le VHS, qui est une grosse innovation de ce CES. Formidable. Merci Nathalie. Je vous remercie. Et encore merci Merci de nous beaucoup, Nathalie accueillir Collin. ici dans ces conditions sur le studio de Avec 01net plaisir. TV. Alors, on va revenir dans un instant et là, on va s'attaquer. On va changer d'univers. On Ouais. va aller au Convention Center. Tu sais que le CES est dispatché en il y a plusieurs grands lieux. plusieurs espaces. Hein. Et au Convention Center, il y a les poids lourds de, on va dire, de l'audio et de la vidéo. Panasonic, LG, ici même, tout de suite. J'ai cru comprendre. Alors, attention les amis, parce que là maintenant, nous avons quand même, je le disais, deux poids lourds de Deux poids l'audio lourds. et vidéo. On parle pas Non, non, on des parle pas messieurs de- qui on nous parle ont pas rejoints, hein, mais On des parle pas du marques qui poids, nous bien sûr, représentent. parce que vous êtes magnifiques tous les deux. On est très heureux de les accueillir. Stéphane Curtelin de LG France, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Eric Novel, bonjour Eric. Bonjour messieurs, Directeur ravi d'être général de avec vous. Panasonic. Alors merci d'être là tous les deux. Il paraît qu'au Convention Center ou LVCC, il n'y a plus d'électricité. Donc finalement, vous faites bien d'être là. Voilà. Là, c'est une annonce que je viens de recevoir. Il y a C'est ça. une panne de courant. Ils sont dans le noir. À cause de l'eau, à cause des problèmes d'inondation, hein, je pense. Des problèmes d'inondation et puis il n'y a pas de backup en batterie, mais on Ouais. y travaille sur l'usine de fabrication de batteries. Enfin, ça vous donne une idée déjà d'imaginer des téléviseurs amphibies pour l'année prochaine que vous pourriez Absolument. présenter Ah au oui, CES de c'est Las pas Vegas mal. à tous les deux. C'est vrai qu'on avait commencé avec les smartphones, il faut qu'on continue sur les téléviseurs. Et voilà.
La prochaine étape. Enfin, le CES sans électricité, ça va être un peu triste, hein, je Ouais, pense. c'est clair. Alors bon, bien sûr, c'est un rendez-vous important pour des marques comme la vôtre. Hein. C'est un peu là où vous montrez votre roadmap. Panasonic, LG, pas tout à fait la même stratégie, on va en parler. Hein. Panasonic, c'est aujourd'hui l'automobile, c'est les avions aussi, et puis c'est aussi la télévision, on va l'évoquer dans un instant. Mais j'aimerais donner la parole à Stéphane Curtelin pour commencer. LG qui est vraiment là, calé sur la télévision. Quelles sont les nouveautés de cette année? Alors, toujours de l'OLED, bien sûr. Toujours de l'OLED, plus que jamais de l'OLED. En plus, si on prend un peu de perspective, ça tombe bien, on a pris de la hauteur sur votre stand cette année. Ça nous permet Vous n'avez pas le d'apercevoir. vertige, ça Non, va? ça va, jusque-là tout va Oui, bien. parce qu'on d'accord. est à l'étage cette Oui, on année, est c'est vrai. en mezzanine. Mezzanine. Voilà. Et donc, si on se projette un peu, il y a en plus un grand rendez-vous qui est la Coupe du Monde. Donc, c'est encore plus important de Et oui. proposer des belles télés grande taille. Qu'est-ce cette année. qu'on voit là? C'est impressionnant. Alors là, ce qu'on voit, c'est Stéphane. quelque chose Qu'est-ce que d'unique. que ça C'est 256 télés 55 pouces OLED. C'est le canyon de l'OLED. Où on a en fait pris des prises de vue locales, mais pas que. Là, on voit des extraits du Grand Canyon. Et en fait, ça permet de s'immerger totalement au milieu de ces 256 écrans Mais en plus, c'est des écrans qui sont qui sont arrondis. courbes. Qui sont courbes. arrondis. Donc c'est cette technologie qui est fantastique parce que non seulement l'angle de vue, on n'a aucun problème, parce que là, à chaque fois que vous bougez, l'angle de vue change et la qualité reste la même. Mais en plus de ça, c'est souple. Et donc aussi, ça sert pour nos télévisions que vous retrouvez chez nos chers distributeurs. En particulier la nouvelle gamme que nous lancerons donc à partir de mars-avril, en perspective de la Coupe du Monde. Alors qu'est-ce qu'on confirme et qu'est-ce qu'on innove? Alors, vous divisez par 2 les prix des télé OLED, hein, je crois. C'est ça l'information. Vous Fake me devancez news. un peu là. Alerte fake news. Fake news. Non, mais c'est la question que tout le monde se pose. Parce que la techno OLED et Panasonic aussi intègre cette technologie. Hein, on peut reprocher encore que c'est du haut de gamme. Est-ce Oui. que les prix vont baisser cette année? Alors, pas à l'horizon des 6 prochains mois parce qu'il y a encore une histoire de production de dalles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de construire et les nouvelles usines vont commencer à porter leur production Ouais. qu'on pourra exploiter, mais plus sur la seconde partie de l'année, voire 2019. Oui, et puis C'est-à-dire- tant que vous êtes leader, autant en profiter. Hein. Faire Alors- des prix un peu élevés quand même. Le leader, c'est LG Display. C'est-à-dire que moi, je suis modestement que LG Electronics et c'est pour ça que voilà, il y en a qui. Oui, c'est-à-dire que Panasonic est client d'LG Display aussi, Eric. Alors, on est client, on peut dire partenaire, oui, sur le développement de la technologie OLED. Moi, je crois que là, vous parliez du prix. Le prix des produits a quand même diminué depuis un an et vrai, demi. C'était c'est une vrai. technologie presque élitiste. C'est presque abordable aujourd'hui. Hein. On est quasiment divisé par 2 sur les 2 dernières années. En le prix d'un 55 écran pouces, grande ça coûte taille. combien à peu près en OLED? On peut trouver un 55 pouces à un peu plus de 2000 € aujourd'hui 2000 euros. en Oui, mais ultra enfin, haute c'est- définition 4K. Alors ça reste bien En sûr du haut LCD, de ça gamme. peut coûter 500 euros, quoi. C'est pas tout à fait la Ah, même. mais ça, c'est la loi de même la gamme télé, de prix. hein. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Voilà, c'est un peu comme dans les voitures. Déjà, comme dans tout. le prix de l'OLED est lié aussi à la découpe de la dalle, puisqu'il n'y a que des grands écrans. 55 pouces, 65, 77, on est sur des écrans de Ouais, grande taille. ouais. Donc forcément, c'est un minimum de prix. Et en plus, on est principalement sur de la très haute définition. Et alors, justement, j'avais une petite question. C'était la question de Jounin qui m'a envoyé un petit message sur Twitter. Je le salue. Il nous dit c'est bien beau, vous faites des télés 55-65 pouces, mais est-ce qu'il y aura des télés OLED plus petites? Parce que pour lui, il n'a pas la place de mettre un C'est un 55 peu ce pouces, que vient de dire Eric. C'est Ouais. mais il veut un OLED. Pas à court terme, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est définitivement au cœur des réflexions de nos ingénieurs, notamment chez LG Display. Pas en 2018. D'accord. Encore pour des histoires de production, Mais vous êtes d'optimisation. conscient Oui, du tout à fait. Ouais. problème, on va dire. Ouais, tout à fait. Et je pense, alors après, je ne peux pas me prononcer à la place de ceux qui sont à Séoul, mais en tous les cas, ça fait partie des directions pour l'avenir, c'est certain. Parce qu'on est conscient qu'en effet, un 55 pouces, c'est beaucoup plus qu'un mètre de diagonale et tout le monde ne peut pas le rentrer, soit parce qu'il y a des contraintes diverses et variées dans son salon. D'accord. Donc l'OLED, avec quoi de neuf cette année? Un meilleur traitement vidéo, j'imagine? Oui, alors l'OLED, ce qui est fantastique avec l'OLED, c'est le contraste, c'est la colorimétrie, Oui. c'est l'angle de vision. Le point où on souhaite maintenant encore continuer à améliorer le bénéfice pour les utilisateurs, c'est la fluidité d'image, la réduction de bruit. Et encore une fois, par rapport à la Coupe du Monde, ça va avoir un intérêt parce que pour des images de sport, c'est là que particulièrement on va pouvoir y être sensible et en bénéficier justement de ces apports. Donc on lance un processeur qui s'appelle Alpha 9 qui va équiper quasiment tous nos télé OLED et un autre processeur Alpha 7 qui va se charger aussi du traitement numérique de l'image pour l'entrée de gamme OLED et, parce qu'on ne fait pas que de l'OLED, le LCD Super UHD NanoCell. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer ce qu'on appelle la réduction de bruit, le séquençage des images pour que ce soit le plus fluide possible. Alors c'est bien pour le cinéma, c'est encore mieux pour le sport. Le traitement vidéo, c'est la particularité, la différenciation justement de Panasonic, qui, on le sait,
Alors je dis ça à Stéphane, il ne faut pas vous vexer, mais Panasonic a l'un des meilleurs traitements vidéo et aujourd'hui on y travaille. Voilà, vous y travaillez aussi. Ouais. J'aime bien quand vous dites ça, François. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas que moi qui le dis. Après, Ouais, il y c'est la a réputation, il y a d'autres effectivement, défauts chez dans- Panasonic, mais en tout cas, le traitement vidéo, c'est l'une de vos forces et l'une de vos particularités. On travaille sur une technologie qui est quand même l'excellence, de manière générale. Donc le rendu d'un OLED, quelles que soient les marques, on va prendre un peu de hauteur et de toute manière excellent. Après, c'est vrai qu'il y a, on va dire, une petite patte selon les marques et l'angle d'attaque de Panasonic a toujours été très cinéma. On travaille avec Hollywood, c'est pas loin. Donc tous les encodages de films sont faits dans les studios en partenariat avec Panasonic. Donc on essaye de coller à la réalité des films et c'est vrai qu'on a une colorimétrie particulière. D'accord. Donc l'OLED avec de nouveaux modèles, pas de baisse de prix malheureusement pour tous ceux qui nous écoutent dans les 6 prochains mois. On verra parce que j'imagine que la production arrive, il y a de Oui. nouvelles usines qui vont arriver aussi. Exactement. Puis il y aura, je pense, on trouvera moyen de faire des belles offres pour la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, il y aura Et- des belles opportunités à saisir. C'était- Juste Oui. un dernier mot sur le prix. C'est vrai que 2000 € aujourd'hui c'est cher puisqu'un téléviseur en France, on va dire sur une taille identique en prix moyen, c'est entre 500 et 600 €. Mais là, on est vraiment sur des produits très haut de gamme. Donc ça choque pas grand monde de mettre beaucoup d'argent dans un téléphone ou dans un PC Oui. qui coûte déjà plus de 1500 € ou 1000 €. C'est Mais- vrai que l'usage d'un téléviseur, c'est entre 7 et 10 ans. Donc c'est un véritable investissement sur un produit premium. Et c'est vrai que le téléphone, on l'a tout le temps en main, alors que la télé, c'est peut-être 1 heure, 2 heures par jour. C'est vrai que c'est pas Ça, le même ça ratio. reste 3h30 par jour. Exactement. Ouais, ça reste ouais, 3h30 c'est- par jour, ouais, en effet. Ça reste- Votre usage n'est pas forcément Voilà, vous- celui de la majorité des Français. Non, mais puis 3h30 vous n'allez par pas me jour. convaincre, moi perso. Oui. Mais c'est vrai que bon, c'est pas tout à fait les mêmes usages. Stéphane, un petit mot quand même de ce produit Wahoo, vraiment Wahoo, qui a été dévoilé un petit peu en catimini d'ailleurs C'est ça. sur le Catimini, CES, en ouais. catimini, oui. C'est Voilà. pas facile de le voir. hein. Non, mais je l'ai pas vu non plus, donc ça Attention, on peut va vous tout rassurer. balancer, Mais, parce que vous voulez pas en parler, mais incroyable. on va le montrer. Mais- ce sont nos cousins de LG Display, donc encore une fois, qui sont peut-être un peu moins sociables que nous pour l'instant. Et pan. Et pan. Alors Mais, qu'est-ce que c'est Commentez-nous les images qu'on voit Qu'est-ce là. que c'est que ça? Alors l'idée, c'est l'OLED, c'est une technologie qui est fantastique, on l'a dit au niveau qualité d'image, mais qui offre aussi des perspectives de développement en termes de souplesse d'utilisation et de capacité de nouveaux usages. Donc là, l'idée, c'est un écran qui est complètement adaptable, qui est même dans une certaine partie enroulable et qui donc peut se déployer à l'envie. Là, c'est-à-dire que là, il s'enroule en fait quand Voilà, il est il s'enroule, baissé. il s'enroule et il se déroule. Et on Exactement. voit pas, mais il est souple. Voilà, il est souple. La technologie OLED est une technologie organique, donc elle est souple à la base. Après, aujourd'hui, elle est présentée en magasin sur des structures plutôt rigides, parce que c'est l'utilisation qu'on en a aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça fait partie des études en cours, que ce soit pour le smartphone ou pour les grands écrans, comme on vient de le voir. Mais là, ça a vraiment un sens ou c'est juste une performance et une démonstration Aujourd'hui, c'est une technologique? performance et une démonstration. Il est présenté donc à des acteurs, ce qu'on appelle B2B. Et petit à petit, je pense que les idées vont devenir plus matures. Et c'est pas du tout à exclure que ça puisse sortir d'ici peut-être 2 ans pour le grand public également. Et quand vous dites souple, c'est-à-dire jusqu'à quelle limite? C'est pas fragile quand même au bout d'un moment? Alors, c'est un produit, évidemment, c'est pas un produit qu'on Je peut peux lancer pas le par rouler, terre oui. ou qu'on peut partir en courant n'importe Oui, je comment peux pas le aujourd'hui. plier comme un papier journal, quoi. Non, pas Ouais. encore. Pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. Pas Parce que encore. l'idée, c'est que il y a une réelle souplesse dans la technologie OLED du fait que ce soit organique et non pas cristallin et non pas chimique comme le LCD. Et donc cette souplesse, elle doit être encadrée parce qu'en effet, on ne peut pas le plier comme un origami. Mais par contre, aujourd'hui, on voit qu'il y a des possibilités au niveau de l'enroulage, c'est-à-dire quelque chose de Ouais. plus souple, c'est le cas de le dire, qu'un simple pliage. Donc voilà, tout ça c'est à l'étude encore, on se parle de prototype, on se parle de direction, mais c'est aussi Il n'y a pas de l'occasion prix au pour CES. ce type de Non. produit, c'est pas Non, commercialisé. Non, pas encore. Ouais. Non, Stéphane, non. vos petits camarades de chez Samsung ont enfin montré cette année une télé avec cette nouvelle technologie de pixels LED auto-émissif. C'est-à-dire que là, maintenant, on n'a plus ce rétroéclairage derrière les LED, mais chaque pixel est allumé. On se rapproche un peu de la technologie OLED. Samsung dit que c'est meilleur que l'OLED. Est-ce que vous avez une réaction? Vous êtes content pour eux? Alors, on est toujours content de voir que l'innovation est au rendez-vous au CES. C'est Bravo. toujours très bien. En revanche, nous, LG, on va continuer sur l'OLED. On est vraiment définitivement persuadé que c'est la technologie ultime d'affichage pour le grand public. Que ce soit pour les petites tailles en smartphone. D'ailleurs, le confrère que vous venez de citer embrasse complètement cette technologie sur les smartphones. Et il se trouve que nous, on l'embrasse aussi sur les grandes tailles. Et on pense définitivement que c'est l'avenir aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, votre techno, pour vous, elle est meilleure que celle de Samsung avec ses pixels auto-émissifs? En tous les cas, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'au niveau contraste, il n'y a pas d'équivalent
D'accord. Et ça, c'est pas forcément moi, c'est vous, c'est les confrères Mais oui. technologiques qui le disent avec des sondes. Et le contraste, c'est quelque chose d'éminemment important pour l'œil humain, dans la perception d'une qualité d'image. Et en plus de ça, l'OLED est très léger, et donc ça ouvre des perspectives non seulement pour la télévision, mais comme je disais, pour le smartphone et pour la voiture. Donc l'OLED est souple au sens propre et figuré en termes d'utilisation, donc ça ouvre des perspectives d'application, d'usage qui sont phénoménales. Eric, un mot justement sur cette nouvelle techno de Samsung. Oui, j'ai vu ça. J'ai pas vu le produit pour l'instant, mais j'ai vu en tout cas les rapports Rappelons dessus. que Je crois qu'on compare deux choses qui ne peuvent pas se comparer. On compare un prototype qui est présenté. Qui va être mise en vente cette année. Qui devrait être mise en vente cette année. Ça coûtera 100 000 €, hein, voilà, donc ça mais va. voilà, donc on se parle de prototype. Et puis rappelons que c'est des petits bouts d'écran collés les uns aux autres. C'est des hein. petits bouts d'écran. Un petit peu comme des, à comme la des limite, tuiles. peu importe la technologie, Ouais. c'est le rendu qui est important. On voit pas évidemment le collage des écrans. Hein. Tout est Mais vraiment donc là, transparent. on compare un prototype à un produit équivalent qui est Oui. l'OLED qui fait 10% du marché déjà. Oui, c'est ça. Donc on a vu le temps que nécessite la production pour descendre le coût d'une technologie OLED pour devenir, on va dire, plus mass market. Donc on peut imaginer le temps que Samsung a besoin pour développer cette technologie et la mettre sur le marché. Donc je crois que la vraie réponse aujourd'hui, c'est il y a des très très bons téléviseurs OLED. On est vraiment dans une technologie ultra premium, accessible demain et sur le marché. Je crois que c'est la vraie réponse. On va pas dire du mal des absents, mais Non. vous pensez que Samsung enfin vous êtes donc les deux concurrents majeurs de Samsung. Vous pensez qu'ils ont pris du retard dans ce domaine? Non, je pense qu'ils reconnaissent avec l'arrivée d'un produit qui est auto-émissif, par défaut, que c'est la seule technologie potentielle aujourd'hui pour avoir un produit haut de gamme, qui est donc qui embarque la même technologie sur l'OLED. C'est un peu un désaveu du culette finalement, Alors que non c'était jusqu'à maintenant, le LCD va, on va dire, être meilleur que l'OLED. On voit que c'est pas le cas. Il faut une nouvelle technologie, mais tant mieux. À la limite, voilà, ça dynamise le marché. Et, c'est Eric, plutôt un mot positif. sur vos télés justement que Ouais. vous présentez. Alors, c'est pas on va dire la grosse partie de votre business, mais vous avez des télés, heureusement. Quelles sont les nouveautés de cette année? On a des télés, puisqu'on a aujourd'hui plus d'une centaine d'écrans pour 2018, donc on en a. Beaucoup. On continue, on reste sur la même stratégie plutôt de haut de gamme, de premium et de cinéma avec Panasonic. On les voit. On voit avec deux nouvelles gammes qui apparaissent, avec une nouvelle dalle qui est encore plus performante que l'année dernière, qui intègre le HDR10+, donc le format de la haute résolution, on va dire, pour simplifier comment avoir sur toute la taille de l'écran la meilleure luminosité et contraste. Et puis on a également le produit haut de gamme qui intègre une barre de son de Technics, puisqu'on a relancé il y a quelques années la Technics appartient à Technics sur la Panasonic, partie son qui appartient au groupe, voilà, pour avoir des produits haut de gamme cinéma. Mais D'accord. comment se différencier par rapport à vos concurrents là? Parce qu'on a l'impression de voir un peu la même chose partout. Vous allez axer sur quoi? Sur le prix, sur les fonctions L'aspect connecté supplémentaires aussi qui est important aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs aspects. On reste quand même dans un produit consumer qui s'intègre dans un intérieur. Donc on a l'aspect design déjà. Ouais. Donc on a des angles capitalisé sur l'aspect qualité dont on parlait tout à l'heure. assez aussi. différents. On utilise des matériaux différents, un angle d'attaque différent sur le design. Voilà. La deuxième, c'est justement pour les gens qui s'intéressent au cinéma sur des produits qui sont plutôt premium, avoir un traitement vidéo qui est assez différent. Et puis après une approche Avec notamment commerciale THX différente. toujours, j'imagine. Le THX, le HDR10+. Voilà. On va pas rentrer dans le débat Dolby Non. Vision, pas Dolby Vision, parce que là, Non, Oh là 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 là, non. on va laisser On va Pépé se faire Garcia. des ennuis. Oui. Voilà. C'est On sa laisse- spécialité. Oui, c'est un absolument. long débat. C'est un long Ouais, débat tout ce à fait. truc-là. Bon, enfin Stéphane, en tout cas, si vous croisez vos amis, vos cousins de LG Display, dites-leur qu'ils peuvent Ça nous montrer intéresse, ce voilà. type de produit, Ouais. pas seulement aux journalistes allemands ou anglais, mais également aux journalistes français. Ouais, C'est ça, on est très Ah, sympa, ça on est nous poli en intéresse. plus. Ouais, ouais. On est super C'est ce que poli. je leur ai dit. J'essaye, Voilà. je On est continue très d'essayer. gentil. Je On continue s'essuie d'essayer. les pieds avant d'entrer, Voilà, et tout, on c'est fait vrai. ça proprement. Non, mais Exactement, on se met pas le doigt dans le nez. Non. en On plus. est ravis de voir cette technologie arriver parce que c'est vraiment une prouesse technologique, mais ça laisse augurer des applications B2B qui sont incroyables. Puisque C'est-à-dire on parle souvent de l'automobile dans Ouais. l'application et le CES devient un salon qui est Un salon presque à automobile. 50% automobile, Ouais. puisque l'intérêt pour les marques c'est de décliner ces technologies dans la voiture. C'est là où le consommateur va justement Eric, justement, développer son intérêt. parlez-nous de voiture. l'auto, De l'auto. justement, que vous présentez et qu'on voit là. Alors ça, c'est on a Ah, c'est l'impression d'avoir... c'est un concept car très futuriste. Donc on conceptualise le véhicule sous plusieurs angles
puisque bon, on va pas parler de l'autonomie. On sait que les voitures seront autonomes, se conduiront toutes seules dans quelques années. C'est un problème de législation. La vraie question va être qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur. Donc on a 4 angles d'attaque. On a un angle d'attaque professionnel, c'est-à-dire comment aménager un bureau mobile dans son véhicule. On a un angle Je suis sur le périph' et je travaille. Je suis sur le périph', j'ai Ou je mon regarde un siège film. qui tourne à 360 et je passe de l'entertainment, de ma console de jeu, à une partie business où j'aurai un écran, où je vais faire du Skype. Donc ça, c'est Je vais être en l'autolibre de live demain. complète. C'est l'automobile Moi, de je suis demain, ça d'accord, c'est hein. sûr. Voilà. Ah là là, ça fait L'automobile. rêver ça. Mais Alors c'est là, pour quand, ça, on voit un écran et là, on parle de l'OLED. Tous les écrans que vous voyez là, ce sont des écrans OLED, notamment l'écran transparent. Donc on n'est plus sur des vitres, on est sur des écrans C'est-à-dire OLED que transparents. l'escalier qu'on voit derrière, c'est ce qu'il y a vraiment. C'est ce qu'il y a vraiment. Et C'est vous, pas une image. voilà. Et vous voyez en En surimpression. surimpression, on a de l'image. Là, typiquement, on fait un sketch. La personne est connectée à Internet et va commander un bouquet de fleurs puisqu'elle n'a plus besoin de conduire son véhicule. Il choisit un bouquet de fleurs et par Internet va passer sa commande directement par Internet. Et donc, la vitre devient C'est un incroyable. outil de communication à l'intérieur du véhicule. C'est fou. Ouais. Mais ça arrive quand ça? L'OLED transparent, ça fait déjà 1 an et demi qu'on Ouais. l'a présenté. Donc, techniquement, c'est au point. Après, pour l'intégrer dans une voiture, c'est, je pense, une dizaine d'années. Il y a Ouais. des problèmes de sécurité, en cas de crash. C'est la voiture etc. dans 10 ans, ça? Ouais, On est c'est la d'accord voiture dans 15 ans. 15 ans? Ouais. Et l'OLED transparent, c'est du LG Display ou c'est votre techno à vous, ça? Alors, à la base, de toute façon, le producteur d'Almer, c'est LG Display. Après, on adapte des technologies maison. Et notamment, ce qu'on n'avait pas montré jusqu'à maintenant, c'est qu'il est transparent et devient tactile. Donc, comme un tableau, comme un board transparent, vous pouvez écrire dessus. Formidable. Voilà pour l'auto. Stéphane, les robots Oui. qui montent en puissance, c'est étonnant parce qu'on n'attend pas forcément LG sur les robots. Non, mais c'est la deuxième année, puisque Exactement. déjà l'an Ça dernier, fait vous la nous aviez deuxième année. surpris avec des Ouais. choses assez intéressantes. Des robots qui marchent pas toujours, hein, si Ouais. je peux me permettre la petite, ça la montre petite qu'il y a presque un blague. côté humain, mais Oui, voilà, c'est ils ça, ont leurs c'est humeurs. ça. Ah, c'est le côté humain du En pleine robot. ouais. conférence de presse, bing, Voilà. le robot qui marche Ça partait pas. bien. Au début, ça partait bien. Ça partait et puis au bout bien. d'un moment, bon, Puis voilà. c'était Ouais. moins courtois. Peut-être qu'il a eu une inondation justement Ouais, dessus. ouais, hein, je sais c'est pas, peut-être il ça. faisait la tête après. C'est quoi la stratégie de LG sur les robots? Alors en effet, cette année, on confirme cette stratégie sur l'intelligence artificielle et les robots. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre la vie au quotidien plus simple, qu'elle soit dans des espaces publics ou à la maison. Donc pour cela qu'on a défini 2 types de robots qui font partie d'une grande famille qu'on appelle Chloé. Et c'est comme ça qu'on s'adresse à eux en disant: Chloé, peux-tu me dire ce qu'il y a ce soir à la télévision? Donc ça, c'est le robot assistant personnel, domestique. domestique, voilà, exactement, qui est un petit robot. C'est un peu Google Home Alexa quand même, hein. Pardon. Mais... Alors, mais c'est intéressant, c'est une excellente question. On va travailler ensemble. Il a toujours de très bonnes questions, Jérôme. Merci. On dit pas assez, Le mec, hein. le décalage horaire, moi je suis impressionné. Mais on va travailler ensemble, avec chacun sa spécialité. C'est-à-dire que Google, c'est un formidable moteur de recherche, c'est une évidence. Et d'ailleurs, vous avez une enceinte qui est Exactement, Google, non Google Assistant, on aura une Ouais. enceinte, on a déjà nos smartphones qui sont Google Assistant. On va avoir une enceinte. Aux États-Unis, il y aura aussi les télévisions, ça viendra dans un second temps en Europe. On travaille aussi avec Amazon, qui est un formidable distributeur, mais il n'y a pas que sur Terre non plus, en D'accord. particulier en France. Et ces Ça, grands. c'est quoi les enceintes qu'on voit là? Alors ça, c'est l'enceinte Bluetooth, justement, Google Assistant, D'accord. LG. D'accord. Alors attendez, on parlait des robots là. Ne nous égarons pas. Ouais, voilà. Donc Alors, les robots, Amazon, Google Home. Voilà. Le point de différenciation, c'est quoi? C'est que nous sommes un spécialiste des produits. Depuis Ouais. des années, on développe des produits. Je vais vous donner un exemple. Un produit comme le réfrigérateur, aujourd'hui, est en train d'apprendre vos habitudes. C'est pas grâce à Google ou c'est pas grâce à Amazon, c'est grâce à LG ThinQ, qui est la plateforme d'intelligence artificielle qui va de plus en plus être présente sur cette enceinte, sur les machines à laver et sur l'ensemble des produits que nous allons proposer petit à petit au grand public. Donc c'est notre propre plateforme d'intelligence artificielle qui est sous-tendue par du machine learning qui s'appelle LG Deep ThinQ, qui va justement permettre de mieux exploiter les ressources produits, pas que l'interface de Google ou l'interface d'Amazon. Et c'est en cela qu'on a besoin de travailler ensemble. C'est-à-dire que Google va rester un formidable partenaire, Amazon également, mais LG va continuer avec LG ThinQ à développer ses propres solutions d'intelligence artificielle. Juste, Stéphane, est-ce que vous pensez au consommateur? Est-ce que le consommateur va s'y retrouver entre le OK Google, le Alexa,
le ThinQ, est-ce que finalement chacun crée son écosystème, mais est-ce que le client, enfin le consommateur, Jérôme et moi, Ah bah on est oui, prêt nous ça à on l'a avoir tout vécu. ça On met tout ça à la maison. La famille a un petit peu du mal parfois. Voilà, hein. alors, non, mais c'est un point également très important. Encore une bonne question. Et, Une chacun. voilà. On est chaud, là, Non, l'idée, franchement. c'est que ce soit complètement transparent pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en effet, Google a décidé que ça commence par OK Google. Nous, ce sera de la reconnaissance vocale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre télécommande déjà et parler directement à votre télécommande sans dire OK Google, sans dire. Mais ça veut dire qu'il faut appuyer sur un bouton. Bouton micro. Ouais. Voilà. Donc il faut Aujourd'hui. attraper l'appareil. Voilà, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on laisse encore le choix au consommateur d'utiliser la télécommande de façon classique, bouton Ouais. et direction vers le téléviseur, ou de passer un peu à une nouvelle étape, d'être en conversation avec son écran. On va demander par exemple la météo, on va demander ce qu'il y a comme programme en ce moment, on va demander de lancer C'est comme telle dit série. Jérôme, on est obligé d'appuyer sur un bouton. Encore, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'on aura Alexa et Google Assistant dans les télés directement? C'est une voix qui va arriver, Bah, ça déjà, on peut Eric, lancer- après, je poserai- Ouais, je ouais. On poserai peut la lancer question, des Stéphane. contenus à travers l'enceinte qui pilote. Donc on parle de Oui. mère et d'esclaves, mais des contenus directement sur sa télé. Donc ça existe déjà, ça existe chez nous, chez des concurrents. Et si on parle de Donc, Google, à ce moment-là, on voilà, va passer par un exactement. Chromecast. Google, envoie-moi la série, je ne sais pas Ouais, laquelle, ouais, mais il faut un directement Chromecast. dessus. Il faut un Chromecast. Ouais, il faut un Chromecast, oui. Et, Mais d'accord. bon, ça se généralise. On mais peut je pas crois que imaginer une télécommande qui réagirait à Google Assistant Bah, ou Alexa la raison de la télécommande, c'est la portée de la voix. C'est-à-dire que le micro, il est capable de détecter des ordres, mais il faut quand même pas être trop loin. Donc c'est pour ça peut être une télécommande, c'est une enceinte, mais voilà, il faut que ce soit quand même assez Mais précis. demain, on aura ça dans toutes les pièces de la Mais maison. demain, il y aura des micros dans toutes les pièces de la maison. Ça va Enfin, être demain, super sympa d'ailleurs. après-demain. Et surtout, on va s'habituer à commander à la voix. Donc là, on parlait d'automobile tout à l'heure, mais toutes les commandes en automobile vont être faites à la voix. Ça, c'est sûr, et c'est très court terme. Mais pas forcément pour la télé. Je reviens à ma C'est- télé. Bah, en fait, les commandes d'une télé sont assez simples. Changer de chaîne, augmenter le son. Non, mais j'arrive, je me pose sur mon quand même canapé. Très simple. Je sais pas moi, OK Google ou OK LG ou je sais pas quoi. Et allume-moi la télé, mets-moi sur TF1. Voilà. Et ça, c'est 18 mois, 24 mois. D'accord. hein, c'est du très Oui, court terme. Stéphane, on Oui, est d'accord? Tout à fait, ouais, c'est en Mais passe. c'est bizarre que ce soit pas déjà intégré, alors que c'est vraiment la mode des OK Google, des Alexa, etc. On a l'impression que ce domaine-là, la télévision, Mais parce qu'on est déjà dans l'étape suivante de la reconnaissance et de l'exécution de la demande. d'accord. On est sur une interaction d'un écosystème différent. Je vous donne un exemple pour les voitures, parce que tout le monde parle de la voiture autonome, de dire bon, bah, amène-moi d'un point A à un point B. Mhm. Bon, ok. Mais il faut que l'infrastructure, elle ait l'information. Parce que donner une information à une voiture, si l'infrastructure autoroutière, par Ouais. exemple, ne vous délivre pas l'information, C'est sûr. et c'est pour ça qu'on travaille là aux États-Unis sur une portion d'autoroute qu'on va créer intelligente. C'est-à-dire qu'elle va envoyer en permanence des informations sur le trafic, la vitesse. Donc tout va se réguler automatiquement dans la voiture. Ça va réduire de 80% les bouchons et quasiment annuler les potentiels risques de Ça va faire crash. plaisir à Anne Hidalgo, ça. Ça va faire plaisir à Anne Hidalgo, potentiellement. Alors, puisqu'on faisait juste Sauf que une c'est pas à parenthèse Paris. sur les États-Unis, nos télés aux États-Unis intégreront Google Assistant. Mais alors, mais pourquoi les États-Unis et Ah, pas aux la France, États-Unis, mais pas en Stéphane Europe. Voilà, c'est une histoire de roadmap produit avec les histoires la langue anglaise d'abord et ensuite ça arrive pour l'Europe. Comme ça a été le cas pour Google Assistant l'an dernier. Ça sur sera des le- mises à jour sur les télés ou ça sera de nouveaux modèles? Ouais. J'ai pas encore la réponse. C'est une question un peu bizarre, je suis d'accord. Mais sinon, vous avez également votre projet de propre assistant vocal. Oui, oui, tout à fait, qui est sous-tendu par LG ThinQ. Et ça, par contre, ce sera disponible dès nos télés de cette année. D'accord. Voilà, où on pourra parler Mais à sa lui- télévision sur la télécommande Mais toujours. il faut appuyer sur un bouton. Bouton micro. D'accord. C'est Voilà. pas quelque chose qui est tout le temps en veille. en Non, fait. non, faut juste l'activer comme ça. On parlait donc de la maison et pour le grand. pour Après, le- je pense qu'il y aura deux écoles. Il y a des gens qui exactement. préféreront en avoir appuyé sur un Ouais, bouton pour bien des sûr. questions de confidentialité. Voilà, c'est ça. Et pour pas l'avoir toujours en always on, comme on dit, qui peut être un Ouais. petit peu inquiétant Ouais. Mais parfois. tu sais mais quoi, c'est un choix. mais je sais pas si tu l'as remarqué, moi je perds tout le temps ma télécommande. La télécommande, Bien je sais sûr. jamais où elle est. Elle est dans le canapé, sous le coussin, etc. Et je trouve que la voix, là, typiquement, c'est quelque chose qui peut Je apporter, suis d'accord. qui peut apporter un De plus. toute façon, il faut supprimer la télécommande. Non, Il faut la la remplacer voix, par la de la voix va voix, apporter énormément, mais la grosse évolution de la voix, c'est justement ce qui a freiné le développement de l'IoT dont on parle depuis plusieurs années, qui a été développé par plein d'entreprises de manière différente et qui se retrouvent tous là autour
de 2 acteurs, donc on parle d'Amazon et de Google, oui, au bien lieu sûr. d'avoir une Ouais. multitude de Et il y a un solutions. troisième qui va C'est arriver, déjà Apple, pas mal. hein, C'est déjà pas mal. Oui. qui Et un troisième Exactement. qui arrive. qui arrive là. Hein. Et Apple va Ouais. arriver. Et quand Mais l'enceinte je pense que d'Apple- les fabricants que l'on est, on va de toute façon intégrer sur un même produit la reconnaissance des 3 solutions. Les 3 assez solutions. rapidement. Voilà, D'accord, on se oui. posera pas de questions. Et puis Je après, pense, je pense que c'est pas. tout dépend de voilà. l'écosystème du client. C'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Ouais, bien sûr. Stéphane, on est d'accord? On est d'accord, c'est tout à fait. Après, il y a aussi le formidable espace des espaces publics où on va lancer des robots déjà à l'aéroport, Oui. puisqu'on reparle d'intelligence artificielle et d'assistance. Avec les Donc, JO de Corée avec du les JO Sud, de là, Corée les du JO Sud, d'hiver, voilà, qui donc- commencent dans quelques semaines. Hein. Exactement. Donc ils font quoi ces robots? Alors, on a 2 types de robots qui sont à l'aéroport de Séoul. Un robot qui va vous assister pour trouver votre porte d'embarquement, vous indiquer les différentes directions Donc dont de on va avoir besoin, l'information, de l'information conversationnelle. exactement, et des robots nettoyeurs. Donc on a ces 2 types de robots. C'est moins qui nous sexy mais très utile. Exactement. Là, Et- celui-là, celui qu'on voit là, c'est quoi? Alors celui-là c'est le robot assistant qui va vous renseigner, voilà, qui peut. C'est un beau bébé hein, quand même. Hein, Voilà, mais- celui-là c'est le grand frère, les 2 grands frères. Et fort des premières conclusions, parce qu'ils sont en service depuis maintenant l'été dernier, on se lance exactement ce qu'on voit maintenant à l'écran sur des prototypes de robots room service pour les hôtels, de robots caddie pour les courses et de robots porteurs de bagages. Waouh. Donc là, on Génial. voit un porteur de valise, c'est le cas de le dire. C'est Et génial. on aperçoit Génial. derrière le robot caddie qui vous permettra de faire vos courses, qui scannera au fur et à mesure. Donc Le les- robot caddie. Voilà. Qui vous suivra dans les rayons de magasin, qui vous permettra de scanner et de payer. Oh, la fausse baguette, comme elle est belle. Ouais, c'est une baguette un peu américaine, celle-là. Il me tarde d'avoir ça chez Franprix. Hein. Pas pour tout de suite. Vous avez des robots chez Pana, Eric? Alors, on développe pas beaucoup de robots, mais on développe là une solution qui est présentée cette année, qui est en fait une espèce de carcasse dans laquelle les gens rentrent et qui aide justement sur tout ce qui est manuel, qui vous donne beaucoup plus de force en fait. Vous rentrez dans Un un espèce de squelette. exosquelette, c'est Un ça? exosquelette, D'accord. exactement, qui permet d'avoir une multitude de possibilités, Mhm. aussi bien sur la manutention dans les entrepôts, D'accord. mais sur plein d'autres applications. Écoutez, quelle heure il est? Bah, il est. Eh bien, écoutez, il est midi. Hein. il est midi. On est arrivé, mais on vous Il est écouterait 21h, heure française. pendant des heures parce qu'on voit bien que les sujets sont innombrables autour de la télé et puis de la robotique. Absolument. Merci messieurs, Merci d'être pour passés votre nous voir. avis. À Panasonic bientôt. et Stéphane Curtelin, l'LG. Merci, On vous laisse à bientôt. retourner au LVCC. S'ils ont retrouvé de la lumière. Alors, partez avec votre lampe torche. Oui. Ouais. On ne sait jamais. Ça va Absolument. être sympa, le CS. Il n'y a plus de courant. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est peut-être revenu. Non, on n'a pas de news. C'est pas revenu, le courant? Bon, on Non. va voir. On y va de toute façon, Enfin. on y va aussi, donc on va voir ça. En tout cas, nous, on a de la chance. On a Tout pas le eu de monde au coupure centre. électrique. Ça Voilà, va c'est être ça. compliqué. On n'a pas eu de coupure Ouais. électrique, c'est parfait. Bonne fin de CES. Merci, Merci beaucoup à beaucoup. tous les deux. Jérôme, Merci. on se Merci. retrouve demain. On se retrouve demain à la même heure, 20h, 21h sur 01net TV. Merci à Jean-David Duhart et à Pierre Thiolin qui a assuré la réalisation technique et puis toutes les images que vous venez de voir. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, et merci aussi pour tous vos messages. Pour tout vous avouer, on a des problèmes de connexion ici. Exactement. Le Moi, Wi-Fi avec le smartphone, il n'y a rien qui c'est passe. une catastrophe. Donc on n'arrive pas à voir vos petits messages, etc. C'est assez rageant. Ouais. On est désolé, mais vous savez, dans ce type de salon, entre le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G, rien ne passe. C'est quand même assez C'est le paradoxal. paradoxe. C'est un peu notre coup de gueule pour terminer, c'est qu'on est dans un endroit qui prône la techno et là, Et si on je peux a un vous gros garantir, problème de je connexion. n'arrive même pas à envoyer un SMS. Non, mais c'est Alors, terrible. François, j'ai une bonne nouvelle. C'est dingue. Ah, Un petit Et bonus. Pour Eric terminer, Revel, Revel, là, j'ai spécial. une bonne nouvelle puisqu'on parle de connexion. Vous allez avoir un Wi-Fi alors dans les avions, mais qui va être décliné aussi dans des endroits comme celui-là, qui va être un Wi-Fi de 3e génération destiné au grand public. Et dans 2 ans, vous pourrez faire du Skype dans les avions, streamer vos contenus vidéo. Donc on va passer vraiment un step au-dessus et il n'y aura plus de problème de connexion sur les smartphones. Et on pourra être plus nombreux à se connecter parce que c'est ça le Absolument. problème. hein. Ouais. Bon, plus bah, rapide, super. plus nombreux, plus stable. Juste puisqu'on passe, ça sera le mot de la fin, mais nous on est venu sur un vol Air France avec un vol direct où il y avait du Wi-Fi. Il y avait du Wi-Fi, ouais. Mais c'est pas possible, c'est 30 € les 200 mégas. Ouais. Vous tapez C'est un parce que le vol. billet n'est pas cher, il faut qu'il se rattrape. Alors je peux vous dire que le billet n'est pas donné, mais 30 € pour 200 mégas, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En fait, on a l'impression de voir des offres du début de la 3G chez les opérateurs de téléphonie, quoi. Bah, 200 mégas sur un vol de 11 heures, vous faites Ah, rien. il faut dire que c'est une installation qui coûte très cher aussi. Ouais, les installations coûtent cher, Les les installations coûtent infrastructures, ça passe par Ouais, mais satellite Ouais, et ça Mais se le cercle déploie vicieux- énormément. Donc Le après, cercle c'est vicieux, qu'un c'est que problème du de coup, Mais le quantité. cercle personne vicieux, l'utilise. 30 €, 200 mégas, vous Personne rigolez, se vous faites, connecte. personne ne l'achète, et donc vous n'arrivez pas à rentabiliser Eh ouais, les- Exactement. les- Ça va changer très rapidement. Je compte sur vous, il faut que vous appeliez le Ah, c'est commandant pas nous qui de faisons bord. les prix, on fait les infrastructures. Ouais, mais il faut leur en parler, c'est ça le truc. Merci. Allez,
À demain. Et merci à toute l'équipe de La Poste de nous recevoir. On sera là demain, bien sûr. Demain, c'est jeudi, 20h-21h, pour encore vous faire découvrir ce CES 2018. Salut à tous.